Bonjour Dominique Delavarde. Bonjour Irina, et content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes ancien général armée de terre, ancien chef du bureau situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour commencer, beaucoup de personnes soucieuses de ce qui se passe en Ukraine portent beaucoup d'espoir sur la nouvelle administration de Donald Trump. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pourriez vous rappeler à nos auditeurs concrètement ce que les Russes ont refusé, ce que les Américains proposent et ce que les Européens espèrent faire face à la Russie pour cette négociation en vue potentielle? Ouais, je pense que aujourd'hui, ce que les États-Unis ou l'Union européenne proposent, en gros, c'est un gel du conflit et puis c'est un, c'est repousser la date d'adhésion à l'OTAN de 20 ans, hein, garantir à la Russie que pendant 20 ans, ou 10 ou 20 ans, l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN. Le problème, c'est que la Russie n'est pas du tout intéressée par ça, hein. Lavrov l'a dit, Poutine l'a encore dit pas plus tard qu'hier, hein. J'ai encore une vidéo à ce sujet, interrogé par un journaliste qui lui demandait pourquoi ne pas faire une paix, on va dire, provisoire, hein. La Russie a dit non, non, parce que tout arrêt des combats, tout cessez-le-feu serait profitable à l'adversaire, hein. L'adversaire en profiterait pour se refaire une santé et réattaquer dans quelques années. Donc, nous ne voulons pas d'un gel du conflit, nous voulons, nous, une paix durable, hein, pour tout le monde, hein, mais que ce soit une fois pour toutes et pas reporté à plus tard un nouveau conflit et une nouvelle guerre, hein. Pour éviter la guerre de demain, il faut absolument terminer de manière claire et nette la guerre d'aujourd'hui. Donc la Russie ne souhaite pas entrer dans les propositions qui lui sont faites, soit par les États-Unis, soit par l'Union européenne, hein. Donc il faudra qu'à un moment ou un autre, l'Union européenne et les États-Unis rentrent dans le jeu des Russes et comprennent ce que les Russes veulent, et depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Les Russes avaient proposé dès décembre 2021, avaient fait des propositions très claires, hein, très nettes, hein, sur la sécurité en Europe de l'Est. Et manifestement, ces propositions ont été rejetées par les représentants de l'Occident otanien, c'est-à-dire les USA en particulier. Et donc, on en est toujours là, hein. La Russie souhaite, à juste titre, avoir une sécurité durable à ses frontières, hein. Elle ne veut pas de fusées, de bases de l'OTAN entrer en Ukraine et menacer le cœur de la Russie. À votre avis, les Européens, le rôle des Européens, c'est quoi exactement? Parce qu'on ne voit pas trop. Ils veulent continuer. Par rapport aux Américains, c'est pas le même rôle. C'est quoi? Oui, La France notamment, elle propose quoi? oui, oui, non, ben bon, les Européens ont agi dans cette affaire comme un proxy des États-Unis, hein, comme des valets disciplinés, hein, des petits soldats disciplinés de l'OTAN, hein. L'OTAN a fixé les règles du jeu l'Europe a suivi. Alors, l'Europe aujourd'hui est bien embarrassée parce que d'un côté, elle se rend bien compte que tout ça va lui coûter très cher, hein, notamment en termes électoraux, on l'a vu, hein, les Européens ne veulent pas la guerre, hein. Dans leur immense majorité, les populations européennes ne veulent pas la guerre, et seuls les dirigeants néocons européens se sont mis dans l'idée qu'il fallait aller jusqu'au bout, guidés en cela par le Royaume-Uni. Or, qu'est-ce qu'on a vu en 2024 notamment, hein? On a vu que les partisans de la paix chassaient petit à petit les gouvernants néocons de l'Europe, hein. Je vais récapituler en quelques mots. Défaite de Rishi Sunak en juillet dernier, en juillet 2024, hein, qui a perdu le pouvoir, hein, uniquement parce que les gens voulaient voter la paix. Ils pensaient que les travaillistes
de Keir Starmer allait amener la paix, en fait, ils se sont trompés parce que Keir Starmer est un néocon travailliste. Hein, et il y a les néocons conservatifs, néocons, les néocons conservateurs, et il y a les néocons travaillistes. Keir Starmer est un néocon travailliste qui a continué exactement en politique étrangère sur la même vague que Rishi Sunak. Et aujourd'hui, Keir Starmer a perdu en quelques mois la cote dans son propre pays. Hein. Il est haï par une très large part de la population et le vainqueur de cette affaire-là sera le souverainiste. Reform UK, le parti souverainiste Reform UK de Nigel Farage, qui aujourd'hui engrange tous les sondages et tous les espoirs des Britanniques qui en ont marre de ces histoires qui coûtent cher, hein, de guerre étrangère, hein, qui ruinent le pays finalement et qui portent préjudice à la population tout entière. Donc, en France, on a vu les néocons de la Macronie se faire étrier aux élections européennes, aux élections législatives, se faire censurer avec le gouvernement Barnier hier, en décembre, et ils se feront censurer demain avec le gouvernement Bayrou de la même manière. Les Français ne veulent pas de cette guerre, hein, qui coûte énormément cher à l'économie du pays. Ils se rendent bien compte que leur pays est en faillite et donc ils sont en train de rejeter la guerre. Mais il y a eu l'Allemagne aussi. En Allemagne, M. Scholz a été censuré, lui aussi, en, en décembre dernier. Hein. Donc, les gouvernances qui ont suivi aveuglément les USA sont bien embarrassées aujourd'hui parce qu'elles ne savent plus à quel saint se vouer. Hein. M. Scholz va payer très cher son, son jusqu'au-boutisme dans le soutien à l'Ukraine. Il va payer très cher son jusqu'au-boutisme en soutien à la guerre, hein, qui a ruiné son économie aux sanctions anti-russes. Il va les payer très cher électoralement le 23 février prochain. Donc voilà encore toutes ces gouvernances néocons de l'Occident otanien sont en train de perdre des points partout. Et on l'a vu aussi en Europe de l'Est. Hein. Je ne parle pas bien sûr ni de la Slovaquie ni de la Hongrie, qui a déjà, on va dire, une russophobie très modérée, pour ne pas dire pas de russophobie du tout. Ce ne sont pas des gens russophobes. Mais on l'a vu aussi en Moldavie, où Maya Sandu, la présidente moldave, n'a sauvé son siège qu'en trichant sur les élections moldaves et en faisant voter la diaspora moldave euh, établie en Occident et en refusant d'aider la diaspora moldave réfugiée en Russie ou en Biélorussie. Hein. Donc voilà tout ce que... Et puis on a vu ça aussi en Roumanie, où à la surprise générale, ce n'est pas le candidat européiste qui l'a emporté, c'est M. Georgescu, qui est en fait quelqu'un qui ne veut pas la guerre non plus avec la Russie, qui est plutôt modéré, hein, et qui n'est pas en tout cas un européiste forcené. Donc on a vu, et puis on a vu en Géorgie, bien sûr, Madame Zourabichvili, hein, perdre le pouvoir au détriment, là encore, d'un souverainiste. Hein. Pensez donc, l'Union européenne ne fait plus recette aujourd'hui. Et tout ça à cause de la guerre et à cause des sanctions anti-russes qui ont coûté très très cher à l'économie européenne. Les économies européennes aujourd'hui sont en quasi, je ne dis pas stagnation, pour ne pas dire en récession dans certains pays. Hein. La moyenne de l'Union européenne aujourd'hui en termes de croissance est inférieure à 1%, alors que l'économie russe, elle, progresse de 4%. Cherchez l'erreur. Là encore, hein, les choses ont changé et donc le rôle de l'Europe aujourd'hui, qui était celui d'un proxy des États-Unis, est aujourd'hui, les gouvernances européennes sont bien dans l'embarras pour essayer d'expliquer à leur population qu'avec Biden, ils ont suivi les États-Unis, mais que si Trump refuse de suivre, on se retrouve en première ligne avec des pays qui sont exsangues économiquement, hein, qui sont en difficulté économique, en difficulté militaire,
Donc voilà, hein, le rôle de l'Europe aujourd'hui, c'est un rôle qui est mal assumé par les gouvernances, hein. Les gouvernances ne sont pas en état d'assumer ce rôle et vont perdre tout crédit. Ils l'ont déjà perdu, on l'a vu au travers des élections, mais on le verra encore plus demain, hein. Les européistes et les mondialistes qui tiennent le haut du pavé en Europe vont prendre une déculottée dans les années à venir et vont se faire proprement éjecter du pouvoir, hein. C'est clair. Attention aux ingérences russes, comme disent nos médias, Oui, du oui, matin oui, au bien sûr. soir. Que pensez-vous d'une énième livraison d'armes en Ukraine et notamment en particulier livraison de Mirage français? Oui, ben là encore, on est on est dans la communication, hein. Ce sont des mesures qui n'ont aucun résultat sur le champ de bataille, hein. Nos avions, ceux qu'on donne à l'Ukraine, ne sont pas des avions ultramodernes, hein. On ne leur a pas jusqu'à présent donné des Rafales, hein, et on en a très peu d'ailleurs, hein. Donc, on leur a donné les avions de conception ancienne, hein, qui ne vont pas les aider, hein. Mais c'est surtout de la gesticulation, hein, pour faire croire, je ne sais pas comment les gouvernances européennes espère pouvoir impressionner la Russie, hein. La Russie est déterminée, hein. J'ai écouté à cet égard, d'ailleurs, avec beaucoup d'attention, tous les vœux des chefs d'État du monde entier, hein, qui vont de 4 mots pour l'un à jusqu'à 10 à 11 minutes pour le représentant chinois. Mais c'est très très intéressant d'écouter ces vœux parce qu'on voit au travers de la sérénité ou de la tête du dirigeant, hein, au moment où il prononce ses vœux, on voit au travers de ses expressions s'il est à l'aise ou pas, s'il est en train de se livrer à un exercice de sauvetage de sa gouvernance ou pas. C'est le cas, par exemple, du malheureux Scholz. Quand on regarde ses vœux, on a un peu pitié de lui, quoi. Il est lugubre. On voit bien que c'est une fin de règne. Il se rend bien compte que son pays ne le suit plus, hein. Macron, bon, lui, il est toujours à l'aise dans les mensonges, hein. Il ment à tire-larigot, il n'attire l'attention que sur les Jeux Olympiques, la cathédrale de Paris et quelques succès qu'il a engrangés. Il ne dit pas beaucoup de choses sur les 1 000 milliards de dettes qu'il a contractées, hein, au cours de son mandat. Donc tout ça, bon, ça n'échappe pas aux Français. Et puis surtout, voir la tête du dirigeant, on dit, il faut voir ça, hein. Il faut voir Monsieur Starmer, hein. Il faut les voir, et je vais les envoyer d'ailleurs à mes correspondants, hein. Monsieur Kerr Starmer en bras de chemise, hein. Il est comme s'il était dans un pays paradisiaque, là, en bras de chemise, dans un endroit bien chauffé, alors que au Royaume-Uni, le dilemme d'aujourd'hui s'appelle heat or eat. Heat or eat, eat. H-E-A-T, c'est-à-dire se chauffer ou manger, ou eat, hein. Et le peuple britannique, il en est là, hein. Il est fâché, hein. Et quand vous voyez les commentaires qui sont faits à ses voeux, hein, sur des milliers de commentaires et des milliers de gens qui ont écouté ses voeux sur les réseaux, le réseau Internet, par exemple, hein, le Huffington Post, hein, qui n'est pas un média complotiste, hein, qui est un média mainstream reconnu, hein, ben, quand vous voyez les réactions des gens, vous vous rendez bien compte que les dirigeants n'ont plus du tout le soutien de leur peuple, hein. Donc ça, c'est très, très intéressant à voir. Donc Euh, les livraisons d'armes de la France à l'Ukraine, c'est de la communication. Une fois de plus, on est dans la communication et on est dans les dernières choses qu'on peut livrer parce qu'on n'a plus rien, hein. On est à l'os. Nos armées sont à l'os, hein. Elles n'ont pas de... Si elles devaient s'engager, où que ce soit, hein, pas forcément en Ukraine ou ailleurs, hein, on serait de plus en plus embarrassé. pour revenir à la nouvelle administration de Donald Trump, qui est attendue fin le 20 janvier, qui sont
il y a des vrais défis devant Donald Trump. Il n'a pas beaucoup de temps devant lui, finalement. Vous avez dit tout à l'heure 2 ans. Saura-t-il imposer ses règles à lui en si Non, peu de temps? oui, oui, alors d'abord, et comme vous l'indiquez, il a très peu de temps. En fait, il a que 2 ans, hein, puisque dans 2 ans, il y aura des élections de mi-mandat et que traditionnellement, aux élections de mi-mandat, c'est le perdant de la fois précédente qui finit par l'emporter. Donc, il y a toujours une première moitié de mandat où il a, en théorie, sur papier, tous les pouvoirs, et une deuxième moitié dans laquelle il sera en cohabitation et où ses pouvoirs seront plus limités. Bon, ce qu'il faut savoir sur Trump, c'est il a eu une grande habileté en composant son cabinet. Au lieu de faire un cabinet de gens qui pensent tous comme lui, il a mis des gens qui allaient s'opposer dans les réunions. Et il a mis des gens, d'un côté par exemple, il a mis des sionistes purs et durs, et de l'autre, il a mis des pacifistes convaincus, hein, du genre Kennedy, Elon Musk, des gens qui veulent faire des affaires et autre chose. Dans les réunions du cabinet, il va y avoir opposition entre ces gens-là. Et Trump qui a été élu par le peuple, avec un vote populaire massif en sa faveur. Hein. Trump sera l'arbitre. Il va se poser en arbitre, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est, dans les nominations qu'il a faites avec une grande habileté, c'est jouer sur le diviser pour régner. Diviser pour régner. Il a donc divisé les opinions de son cabinet. Hein. Il a fait un cabinet où toutes les opinions de guerre ou de paix sont représentées et il se posera lui-même en arbitre. Ça, c'est le premier point qu'il fallait souligner. Le deuxième point qu'il faut souligner sur l'affaire de Trump, c'est que l'arrivée de Trump, c'est qu'il est loin d'avoir tous les pouvoirs. Hein. C'est parce qu'il a le pouvoir exécutif, il peut signer des executive orders, mais il y a tout un tas de domaines, en particulier dans l'aide aux pays alliés, on va dire, hein, et dans lesquels le Congrès joue un rôle. Or, ce congrès, il a été acheté par les lobbies pro-Israël. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, qui s'est vanté dans un communiqué d'avoir soutenu, financièrement bien sûr, hein, les candidatures de 362 candidats aux élections et qui a affirmé que les 362 candidats avaient été élus. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 362 candidats sur le Congrès. Il faut savoir qu'il y avait 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants et que seulement un tiers du Sénat, c'est-à-dire 33 sénateurs, 33 sièges de sénateurs étaient à pourvoir. 435 plus 33 égale 468 candidats. L'AIPAC en a acheté, a financé les élections. Donc pour moi, ça s'appelle acheter 362 sur 468. Faites le bilan. Les 2 tiers du Congrès aujourd'hui sont entre les mains des sponsors, de ceux qui ont financé, hein, c'est-à-dire les milliardaires de l'AIPAC. Alors ça, c'est quelque chose qui peut limiter le président Trump dans sa capacité d'action. Et le président Trump le sait pertinemment. Il sait pertinemment que dans les élus, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a des néoconservateurs. C'est-à-dire que dans son propre camp, vous avez des faucons, hein, des gens qui sont sont prêts à suivre l'idéologie néoconservatrice, hein, de guerre et de suprématie américaine sur le monde. Donc, il va falloir qu'il compose à un moment ou à un autre, et donc les pouvoirs qu'on lui prête ne sont pas exactement ceux qu'il aura vraiment. Dès qu'il s'agira de sortir des milliards ou des dizaines de milliards de dollars d'aide à tel ou tel pays, il faudra qu'il passe par le Congrès. Et le Congrès détiendra les clés de la décision finale. Et au Congrès, M. Trump n'a pas
une majorité énorme, hein. Il a une majorité de 5 députés seulement à à la Chambre des représentants. C'est rien. Il a une majorité de 6 sénateurs aujourd'hui, mais s'il y en a 3 qui basculent, il l'a plus, la majorité. Et dans ce pays-là, la corruption règne en maître, hein, à tous les niveaux, hein, et les membres du Sénat et les membres de la Chambre des représentants sont soumis à ce qu'on appelle des lobbies, hein, tout le monde le connaît, hein, et des lobbies qui payent et qui exigent en retour, hein, des votes qui leur conviennent, hein. Donc, le pouvoir, le réel pouvoir du président Trump est bien moindre que celui qu'on lui prête en espérant des miracles. Il n'y aura pas de grands miracles, hein. On l'a vu au cours du premier mandat, il a été empêché de faire ce qu'il voulait vraiment faire, hein. Il n'a pas pu faire. Il a fait quelques petites choses. Il a pas fait la guerre, en tout cas. Il a tiré beaucoup moins de bombes. Il a lâché beaucoup moins de bombes sur la planète que son prédécesseur ne l'avait fait. Mais il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait souhaité faire. Et là, je suis à peu près persuadé qu'il aura les mêmes difficultés, hein, parce que l'État profond existe et que l'État profond n'est pas est bipartisan. Il est à la fois républicain et démocrate et que dans son propre camp, il a des gens qui ne pensent pas exactement comme lui, et qu'il n'a pas pu dont il n'a pas pu éviter l'élection. Ils sont élus et ils peuvent se retourner contre lui. Je vous donne juste un exemple, hein. Le sénateur Lindsey Graham, qui est un néocon pur et dur, qui est un républicain, théoriquement, sur papier, il est le soutien de Trump. Mais cet homme-là trahira le président Trump à la première occasion, hein. S'il sent que c'est jouable, il le fera, hein. Donc, il a dans son propre camp un paquet de traîtres, un groupe de traîtres en puissance, hein, qui existent et qui peuvent contrecarrer ses projets et son action, en particulier sur tout ce qui va concerner le Moyen-Orient, hein. Le Proche et Moyen-Orient, là, Patouche, hein, l'AIPAC, qui a payé pour avoir des élus, 362 élus, hein, qui a acheté ces élections, l'AIPAC va jouer son rôle, hein, de pression, hein, sur le Congrès et donc indirectement sur Trump. Voilà. En effet, on en a parlé, vous avez parlé du rôle de l'État profond lors de notre dernier dialogue. Et Trump, dans sa campagne, pendant plusieurs fois, parlait de l'ennemi intérieur. Ça doit être ça, son ennemi intérieur qu'il devrait battre. Là-dessus, quel sera le rôle d'Elon Musk? Je suis un peu dubitatif sur la réelle capacité de Trump à vaincre l'État profond. L'État profond, il n'est pas né avec Trump, hein. Il date il y a très très longtemps. Il a des assises profondes, il a des racines profondes. Il se fonde sur une puissance financière sans égale, hein. Donc c'est quelque chose c'est un adversaire redoutable, y compris pour Trump, hein. Même tout président des États-Unis qu'il est, l'État profond a été dans l'histoire beaucoup plus puissant que lui et le restera probablement après lui. Donc c'est un bras de fer énorme qui va se jouer. Alors Trump n'est pas tout seul, hein. Il a des alliés qui pensent un peu comme lui, mais est-ce que ça suffira, est-ce que ça ne suffira pas? Je pense notamment à Elon Musk, hein. Bon, Elon Musk est dans son camp. On le voit bien, hein. Il soutient, par exemple, en Europe, il soutient le parti Reform UK de Nigel Farage, hein. Donc, il soutient les partis souverainistes en Europe. C'est curieux, hein. C'est contre le globalisme et contre le néoconservatisme, ça, de soutenir les partis souverainistes en Europe. Il soutient bien sûr Viktor Orban, il soutient l'AfD en Allemagne.
aux grandes dames de M. Scholz. Hein. Donc, si vous voulez, il va y avoir un bras de fer, mais je ne sais pas aujourd'hui quel est nul ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais quel peut être le pouvoir réel de Trump de l'emporter sur l'État profond, même avec des alliés de taille, hein, ça va être très, très compliqué. Hein. L'État profond, c'est quelque chose qui est là depuis très, très, très longtemps et qui a des racines extrêmement profondes. Et c'est un peu comme une pieuvre. Hein. On lui coupe une tentacule, il y en a une autre qui pousse quelque part ailleurs. Hein. C'est ça l'État profond. Et je suis très, très inquiet sur la capacité de Trump à pouvoir vaincre cet État profond à l'intérieur de son propre pays. Cela dit, l'État profond euh, perd de son pouvoir de nuisance avec ce que j'ai appelé un peu plus tôt l'effondrement économique de l'Occident otanien. L'Occident otanien est en train de perdre des points sur le plan économique. Hein. C'est vrai de l'Union européenne, on l'a vu, hein, mais c'est également vrai des États-Unis. Hein. Donc ces points perdus sont des points qui affaiblissent. Cet affaiblissement économique de l'Occident otanien affaiblit également l'État profond US et transnational qui a toujours eu un pouvoir de nuisance, notamment depuis l'effondrement de l'ex-Union soviétique. Donc, ça va être très compliqué. Moi, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt cette affaire-là, mais je ne me risquerai pas à pronostiquer la victoire du camp de Trump parce que, comme on l'a dit, il n'a que 2 ans face à un État profond qui, lui, a un siècle d'histoire et plus encore. Hein. Donc, voilà, quoi, hein, ça va être extrêmement, extrêmement dur, extrêmement serré. Et il est certain que dans cette affaire, bon, tout ce que la multipolarité pourra faire pour ne pas affaiblir Trump davantage, peut-être aider Trump à éradiquer l'État profond qu'il exècre. Il n'aime pas l'État profond. Hein, et on verra aussi le pouvoir qu'aura Kennedy, hein, d'essayer de remettre de l'ordre dans le domaine, notamment de la santé, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à faire hein, sur le plan des lobbies. Hein, et il va falloir mettre un peu d'ordre là-dedans. Et je ne sais pas quelle sera la réelle capacité de Trump à pouvoir réaliser ce travail. Alors, wait and see, comme disent Oui, les wait and Américains. see, oui, oui, wait and On see. verra bien. On va revenir un peu à la France. Apparemment, selon le journaliste ukrainien, et là j'ai vu un article dans le Figaro tout à l'heure, donc journaliste ukrainien prénommé Yuri Boutousov, donc d'après lui, 1700 soldats dans la brigade 155 ukrainienne formée en France auraient déserté lors de leur première bataille à Pokrovsk. Euh, c'est très coûteux comme entraînement qui a été fait en France. Combien ça peut coûter à la France de tel entraînement? Pourquoi, à votre avis, ça a échoué? Oui, non, mais si vous voulez, bon, Vladimir Poutine l'a bien dit, hein, je crois que c'est de lui, hein, je l'ai entendu dire ça hier. Hein, la formation de soldats par des gens qui, eux, n'ont jamais fait la guerre de haute intensité. Hein. Ils l'ont appris dans les livres ou dans les écoles, mais ils l'ont jamais faite. Hein. Les instructeurs français qui ont fait ça, mais les instructeurs otaniens d'une manière générale, hein, qui sont censés former les brigades ukrainiennes, n'ont jamais fait de guerre de haute intensité comme le font aujourd'hui les soldats russes. Hein. Les soldats russes, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'ils s'entraînent pour vous dire qu'en matière de haute intensité, ils n'ont pas besoin de formation. Ils savent la faire. Et ils sauraient à la limite former des Ukrainiens. Hein, mais ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais fait la guerre, ce type de guerre en tout cas, hein, qui vont former des Ukrainiens à la guerre de haute intensité. Ça n'est pas pensable. Donc ça explique que cette formation
euh, certainement très, très livresque, très, en théorie, sur papier, ça devrait marcher, mais sauf que ça n'a jamais été expérimenté. Et là, on vient de l'expérimenter. Je pense que ça ne peut pas être un succès. En plus, si vous voulez amener des soldats d'Ukraine dans nos pays occidentaux, hein, c'est leur montrer ce que pourrait être leur vie s'ils ne la perdaient pas à faire la guerre. Et donc, quelque part, c'est presque contre-productif, hein. Moi, je me mets à la place du soldat ukrainien qui voit vivre les Européens qui, eux, ne font pas la guerre. Hein, et ils ont pas envie de retourner faire la guerre, hein. Et j'ajoute que, puisqu'on en est à voir la volonté des soldats de l'Occident otanien à faire la guerre, hein, il y a trois chiffres qui m'ont paru énormes, qui ont été publiés ces temps derniers, hein. C'est d'abord le déficit en effectif par rapport aux droits autorisés, hein, de l'armée britannique. Aujourd'hui, 15 000 hommes, et ce n'est pas une grosse armée, hein. C'est une armée de terre qui fait moins de 100 000 hommes ou 100 000 hommes. Quand il en manque 15 000, ça veut dire 15% des effectifs ne sont pas dans les rangs parce que le Royaume-Uni n'arrive pas à recruter. En Allemagne, c'est pas 15 000, c'est 25 000 qui manquent dans les rangs. Pareil, l'Allemagne n'a plus une armée, elle a une armée professionnelle dont les effectifs sont limités. 25 000, c'est un pourcentage de cette armée qui est énorme. Et en France, c'est une quinzaine de milliers aussi de soldats qui manquent à l'appel, hein, qui ne sont pas là parce qu'ils ne viennent pas et qui ne sont pas pressés d'être recrutés pour des causes et d'aller se battre pour des causes hein, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont douteuses. Hein, c'est pas des causes, alors on leur dit, vous combattez pour la liberté, pour la sécurité de notre... C'est foutaise, hein, foutaise. Ils combattent pour l'oligarchie états-unienne, hein, et qui est intéressée à démembrer à terme, à démembrer la Russie. L'objectif, il est là, hein. On n'a rien à faire en Ukraine. L'Ukraine, c'est pas notre zone d'intérêt. Et si on avait accepté les propositions de Poutine, Poutine n'aurait jamais fait la guerre en Ukraine, hein. Il n'a pas les idées qu'on lui prête. En Occident, on dit ah, Poutine veut conquérir, rétablir l'empire russe. Ça n'est pas du tout le cas, hein. Et ces préoccupations, Poutine les avait mis très simplement sur papier en décembre 2021 en proposant aux Occidentaux des négociations sur la sécurité en Europe de l'Est. Et bon, on l'a envoyé promener en disant on fait ce qu'on veut, etc. Bon, ben, on a fait ce qu'on a voulu, hein. Mais ce qu'on a voulu, c'est la guerre. Hein. Et cette guerre-là, elle a été, qu'on le veuille ou non. Alors on nous dit une provoque. Cette guerre n'a pas été provoquée, hein. La Russie, elle est arrivée comme ça par hasard, hein. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il y a que les demeurés en France, hein. Il y en a, hein. C'est pas ce qui manque en France, hein. Ils sont demeurés uniquement parce qu'ils sont manipulés par les médias, hein, manipulés par LCI qui raconte des narratifs tous les matins, hein, disant que Poutine est un ogre et qu'il veut aller manger les petits Français de Brest, hein. Il veut aller jusqu'à Brest. Justement, je disais, c'est un peu ma question. Est-ce que les populations européennes, ou notamment en France, se rendent compte du pourcentage de fausses informations concernant la guerre en Ukraine depuis presque déjà 3 ans? Et j'ai une question un peu naïve. Est-ce que le président de la République se rend compte ce qui se passe sur le terrain? Qui l'informe? Comment ça se passe? Oui, alors moi, je crois d'abord que la population est en train de se rendre compte de tout ça, hein, et de plus en plus. Pourquoi? Parce que les médias mainstream, à force de raconter des bêtises sur tous les sujets, hein, ils en racontent autant sur la Palestine qu'ils en racontent sur l'Ukraine, hein, et finissent par se déconsidérer et qu'aujourd'hui, la bataille est en train d'être gagnée, la bataille de l'information est en train d'être gagnée par les réseaux sociaux, hein. C'est par les sites alternatifs, hein, où des gens de bonne pointure, hein, sont invités
à développer d'autres thèses que celles qui sont développées sur nos médias mainstream, hein. Vous avez des gens comme Jacques Beau, comme Mearsheimer pour les États-Unis, comme Jeffrey Sachs, hein, qui développent tous les jours des thèses fortes, très crédibles, hein, sur les réseaux sociaux et qui sont autrement plus crédibles que celles de nos médias. Donc nos médias perdent des points tous les jours. Et je pense que 2024 a été aussi, pour l'Occident otanien, l'année de la défaite médiatique, hein. On le voit, même nos médias aujourd'hui rejoignent petit à petit les thèses défendues sur les réseaux sociaux, hein. Donc, les populations vont finir par s'apercevoir, et moi je le vois tous les jours. Vous savez, regardez sur Internet, hein, vous regardez une émission mainstream sur un journal, soit Le Figaro, soit... derrière ça, vous lisez les commentaires. Et dans les commentaires, vous voyez très nettement ce que les gens pensent, hein. Euh, quand vous avez le discours des vœux, par exemple, moi, ça m'a beaucoup amusé, hein. Vous regardez le président sur un site mainstream, hein, Huffington Post, par exemple, avec des dizaines de milliers de vues, hein. Vous regardez non seulement les commentaires, mais vous regardez les likes, le taux de likes, c'est-à-dire le pouce en l'air, hein. Bon. Le taux de like d'un président comme Macron, c'est 0,88% des internautes, hein, qui lèvent le pouce et qui disent ce gars-là, il a bien parlé, c'est bien, hein. 0,88%. Hein, ça veut dire que même sur les médias mainstream, vous lisez les commentaires sont à l'avenant, hein, les commentaires sont assassins pour le président ou assassins pour celui qui vient de présenter ses vœux, quoi. Hein, donc, en le traitant de tous les noms, de menteur, etc., sur des médias mainstream, hein, sur des forums de médias mainstream, hein. C'est vrai pour Le Figaro, c'est vrai pour LCI, c'est vrai pour le Huffington Post en particulier, hein, mais regardez ça et vous vous rendez compte que les médias occidentaux ont perdu la partie aujourd'hui, hein. Et vous vous rendez compte que les gens qui viennent sur les médias mainstream aujourd'hui, ils viennent constater justement l'ampleur des mensonges, hein. Ils ne suivent ça que pour regarder l'ampleur des mensonges et, euh, et voilà quoi, hein. Donc, les opinions publiques aujourd'hui se rendent compte de ce qui se passe de plus en plus et ça explique d'ailleurs les échecs électoraux, hein. Vous n'auriez pas ce rejet électoral de tous ces néoconservateurs qui tiennent le haut du pavé en Union européenne, hein. Vous n'auriez pas ce rejet électoral si les médias mainstream avaient encore un minimum de crédibilité, quoi. Les gens quittent peu à peu. Moi, je le vois aussi tous les jours, hein, le nombre de gens qui demandent à être abonnés à ma lettre, à ma newsletter, hein, à ma lettre de nouvelles, à mes nouvelles. Tous les jours, il y en a des nouveaux, hein, qui demandent à être abonnés. Aujourd'hui, j'ai des milliers et des milliers de correspondants qui eux-mêmes répartissent ces nouvelles à chacun leur réseau, quoi. Et tout ça, ça a un effet boule de neige énorme qui fait qu'il y a eu, en 2024 en particulier, une défaite médiatique retentissante, hein, des Occidentaux, hein. Les Occidentaux ont perdu la bataille de l'information, alors qu'il avait bien démarré il y a 3 ans, hein. Mais maintenant, elle est perdue. Elle est perdue, hein. Donc, le camp de la Russie, le camp des pro-palestiniens est en train de gagner petit à petit du terrain, hein, en matière de communication, est en train également de rejeter les néocons, hein, on va dire, hein, les journalistes néocons à leurs chères études, hein. C'est stupéfiant, hein. Ça n'est pas la compétence sur les médias mainstream qui est privilégiée, hein. C'est le copinage, hein. Il faut c'est la promotion canapé, hein, je l'ai dit aussi dans beaucoup d'autres
émissions, hein, la promotion canapé, le copinage, hein, et rien à voir avec la compétence, hein. Quand vous voyez, par exemple, hein, sur LCI, un Louis Sarkozy devenir un intervenant vedette, hein, il ne connaît rien à rien, mais c'est pas grave, hein, il est le fils de son père, hein, donc euh, il aurait la science infuse, quoi. Et alors Mais qu'il ça n'a a pas fait. toujours existé. En même Oui, temps, oui, non, rien mais ne change. on est d'accord, mais à ce point-là, non. À ce point-là, non, je crois qu'aujourd'hui, vous regardez tous nos ministres, il y a une équipe vous savez, quand vous arrivez à nommer des ministres et qui sont nuls, hein, et qui l'ont montré, comme Monsieur le maire, hein, qui l'ont montré après 7 ans avec 1 000 milliards de dettes supplémentaires, hein, sans que le peuple en ait été informé avant cette année, avant son départ, quoi. Quand vous voyez un homme comme ça rester 7 ans au ministère des Finances, c'est un drame pour notre pays, hein. Et c'est un incompétent du premier jour, hein. Il était incompétent au départ, bon, il est resté incompétent toute sa vie, mais il n'est pas le seul, hein. Quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères comme Stéphane Séjourné, hein, ou comme celui qui vient d'aller qui s'est fait jeter du Tchad, hein. Regardez notre diplomatie, hein. Aujourd'hui, je viens d'apprendre, hein, que notre base de Port-Bouët en Côte d'Ivoire, elle est fermée, hein. Donc c'est le 6e pays d'Afrique qui nous prie poliment de rentrer chez nous, quoi. Donc on a perdu tout notre capital, le capital de sympathie qu'on pouvait encore avoir en Afrique grâce à la Macronie et grâce au ministre qui nous a collés aux affaires étrangères et ailleurs, et grâce aussi à ses propres interventions, hein, comme l'histoire de la climatisation, hein. Le président est allé réparer la clim. Ça, ce sont des choses que les Africains ne pardonnent pas à la France, hein, et qui ont été commises par l'équipe de bras cassés de M. Macron, hein. Donc ça, on est obligé de le constater. Moi, ça me fait de la peine de voir mon pays dans cette situation-là et de voir qu'on nomme toujours les mêmes, hein, des gens qui ont échoué depuis des années et qu'on retrouve encore et toujours, hein, aux premières places du pouvoir. Donc ça, c'est. Voilà. C'est la question à régler, en effet, et c'est les Français qui devront faire à un moment donné. Vous avez dit, quand on a échangé juste avant notre interview, notre dialogue, que l'année 2024, c'était géopolitiquement parlant pour vous l'année la plus importante en quelque sorte. Que Qu'attendez-vous de l'année 2025? Ben, pour moi, si vous voulez, je répète ce que j'ai dit en off. J'ai dit que après l'effondrement de l'Union soviétique en 90, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, les deux dates importantes, c'est 1990-91, on va dire, hein, l'effondrement de l'Union soviétique, et la deuxième date, c'est 2024, parce que c'est cette année-là que les défaites du camp globaliste se sont enchaînées dans tous les domaines. Défaite électorale, j'en ai parlé tout à l'heure, défaite économique, avec des économies de l'Occident otanien qui s'effondrent, défaite sur le plan des valeurs, hein. On a essayé de promouvoir des valeurs wokistes, dites progressistes, hein, LGBT++ et compagnie. On a essayé de faire du prosélytisme un peu partout et on s'est heurté à un mur, le mur du Sud global, dans lequel nos prétendues valeurs ne- n'ont pas de caractère universel pour eux, hein, en tout cas, hein. Et on a été rejeté, on est rentré dans un mur. Donc défaite sur le plan des valeurs, défaite militaire, parce que malgré toute notre aide, on n'a pas réussi, l'Ukraine plus l'OTAN, à vaincre la Russie. Bien au contraire, on est en train de subir une défaite militaire, hein, malgré tout le soutien qu'on apporte, soutien financier, soutien militaire, et puis une défaite médiatique. Tout ça, ça s'est passé en 2024. Et de l'autre côté, 2024 a été une année extraordinaire pour la multipolarité avec la présidence russe et le sommet de Kazan. Ce sommet de Kazan,
avec l'apparition de partenaires des BRICS, hein, qui vont renforcer bien sûr les BRICS et l'attractivité des BRICS, hein, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On a vu que dans beaucoup de domaines, hein, la multipolarité commençait à s'organiser toujours plus, toujours davantage. Donc ça, 2024, ça a été une année où, d'un côté, l'Occident perd des points dans tous les domaines, et de l'autre côté, les BRICS en gagnent. Et en gagnent avec une progression économique comparée à celle de l'Occident otanien, est de 4 fois à 5 fois supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, euh, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, hein, l'inertie des choses étant ce qu'elle est, hein, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, c'est que la multipolarité va creuser l'écart tant en matière économique, hein, c'est-à-dire PIB, parité de pouvoir d'achat, hein, les PIB cumulés de tous les pays intéressés par les BRICS, hein, ou candidats à l'être. Hein. J'ai fait le bilan, il y a 47 pays hein, qui sont soit membres à part entière, soit membres partenaires, soit aspirants à entrer dans les BRICS, soit comme partenaires, soit comme membres à part entière. Hein, il y a 47 pays, et ces 47 pays, aujourd'hui, ça constitue la majorité mondiale, hein, la majorité de la population, la majorité, et surtout, ce sont eux qui ont les matières premières, les matières minérales, l'énergie, etc. 80% de l'énergie va du côté des BRICS. Donc, l'Occident otanien va perdre des points dans les années à venir, et en particulier en 2025. 2025, pour moi, je pense que la paix sera conclue en Ukraine aux conditions de la Russie et pas aux conditions de M. Trump. Hein. C'est Vladimir Poutine qui fixera les conditions, et les conditions, elles sont connues depuis très longtemps. Hein. C'est les conditions qui prévalaient depuis décembre 21, qui avaient été proposées à l'époque. Hein. Si on avait écouté la Russie et qu'on ait conclu un bon accord en 2021, on n'en serait pas là. Hein. Et l'Ukraine aurait gardé son intégrité territoriale. Hein. Si on n'avait pas roulé la Russie dans la farine avec les accords de Minsk, hein, on n'en serait pas là. Hein. Donc, pour moi, 2025 verra la fin de la guerre en Ukraine. Hein. Ces guerres-là, elles ne peuvent pas durer éternellement, d'autant que l'Ukraine est aujourd'hui exsangue, hein, elle est fatiguée, elle est démoralisée, et que l'Union européenne ne pourra pas compter sur Trump pour venir faire la guerre avec eux. Hein. Donc, l'Union européenne va être extrêmement prudente, et d'autant plus prudente d'ailleurs que des gens comme Scholz vont perdre des élections uniquement sur la guerre. C'est le côté guerre ou paix qui va déterminer les élections, et le côté souverainisme ou atlantisme, hein, c'est la lutte entre ces grandes tendances hein, qui va avoir lieu en 2025. Donc 2025, je pense que ça sera une année globalement plus pacifique. Alors reste la grande question du Moyen-Orient. Hein. Je pense que du Proche et Moyen-Orient, je pense que là, les Occidentaux n'ont pas forcément bien joué. Hein. Ils se sont mis dans ce qu'on pourrait appeler vulgairement un pot de pus, hein, un bourbier. Hein. C'est un bourbier. Hein. C'est une affaire qui peut durer très très longtemps. Hein. On a vu que en Afghanistan, les choses avaient duré 17 ans. Hein. Et ce bourbier va pomper de l'argent, de l'énergie à des pays qui n'en ont plus. Hein. Je veux parler bien sûr de l'Union européenne et des États-Unis. Donc ça va être extrêmement intéressant à suivre. Hein. Je ne garantis pas que cette affaire-là, je pense qu'elle est partie pour très longtemps. Hein. Le, le bourbier syrien, c'est une affaire qui va impacter la géopolitique mondiale pendant encore très longtemps, mais au détriment de ceux qui ont les mains dans le cambouis là-bas. Voilà, donc une année 2025 moins mauvaise que l'année 2024.
porteuse d'espoir. Et puis on verra bien hein, ce que l'arrivée de Trump pourra changer. Je pense qu'il essaiera de faire quelque chose sans garantie que ça réussisse, hein. Mais il a avec lui des forces qui ne sont pas négligeables, hein. Je rappelle que le premier milliardaire du monde en termes de fortune, hein, c'est Elon Musk avec 447 milliards. 447 milliards à lui tout seul, hein. Il a, il a récemment dépassé son concurrent Bernard Arnault, hein, qui a perdu une large part de sa fortune, le luxe ne faisant beaucoup moins recette aujourd'hui, hein. Donc le premier des milliardaires, hein, lui tout seul, et il a et, et C'est pas, 447 milliards. Hein? c'est un bon conseiller, en effet. Ah, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Delavarde.